Au petit déjeuner, Owen, 8 ans, a levé les yeux de ses céréales et a demandé à Cassandra, très tranquillement, « Maman, je dois dire à papa pour hier soir, ou c'est encore un secret ?» Ma femme a blêmi si vite que même le grille-pain a paru gêné. Et c'est là que j'ai compris que mon mariage venait de se fissurer. Pas avec fracas, non, avec le petit bruit sec d'une cuillère d'enfant contre un bol Ikea. Nous vivions à Lyon, dans un appartement correct du 6e. Pas assez grand pour nos silences, mais assez cher pour que le syndic nous écrive, comme s'il gérait Versailles. Cassandra travaillait dans une agence de communication près de la Part-Dieu. Moi, je gérais les contrats d'une société d'assurance. Métier passionnant si l'on aime les clauses en police 8 et les gens qui mentent mal. Owen était notre soleil. Un gamin doux, observateur, trop poli pour son âge, ce qui, en France, inquiète toujours un peu. Ce matin-là, je tartinais de la confiture d'abricot sur une baguette encore tiède de la boulangerie d'en bas. Cassandra consultait son téléphone, l'air pressé, comme tous les matins. Sauf que cette fois son masque a glissé, Owen a répété « Parce que tu as dit que papa ne devait pas savoir, mais si papa demande, je fais quoi ?» J'ai posé mon couteau, calmement, vraiment calmement, le genre de calme qui annonce rarement une bonne nouvelle. « Savoir quoi, mon grand ?» Cassandra a ri, un rire court, faux, emballé sous plastique. « Rien, Graham, il a rêvé, il confond tout. Hier, il a regardé ce dessin animé bizarre avant de dormir. » Owen a froncé les sourcils. « Non, j'étais pas en train de dormir, maman. Il y avait le monsieur avec la veste marron. » La main de Cassandra s'est refermée sur sa tasse. « Owen, ça suffit. Pas fort, pas crier, mais avec cette voix qui transforme une cuisine familiale en bureau du proviseur. » Mon fils a baissé la tête, et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Pas de la peur classique. Non, plutôt une habitude. Comme s'il connaissait déjà la punition invisible qui suit les mauvaises phrases. J'ai souri. Pour lui, pas pour elle. D'accord, on en reparlera plus tard. Tu vas rater le quart scolaire. Cassandra s'est levée trop vite, a renversé une goutte de café sur le plan de travail, l'a essuyée avec 3 gestes nerveux, puis elle a embrassé Owen sur les cheveux. Tu ne racontes pas les jeux des adultes. D'accord, mon cœur, c'est entre nous. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. Et pour la première fois depuis 12 ans, j'ai eu l'impression de voir une collègue en train de maquiller un dossier. Pas ma femme. À 8h20, Owen est parti avec son cartable bleu. Il m'a serré plus longtemps que d'habitude dans le hall, devant les boîtes aux lettres et l'odeur de serpillière froide. « Papa, t'es fâché. Pas contre toi. Jamais contre toi. » Cassandra a attendu que la porte de l'ascenseur se referme, puis elle a soufflé. « Franchement, Graham, tu vas pas commencer avec tes interprétations. Il invente des histoires. Il a 8 ans. Justement, il a 8 ans. Pas 37, et un forfait théâtre. » Elle a plissé les yeux. « Tu deviens lourd. » Ah, le mot préféré des gens pris à moitié la main dans le pot de confiture. Lourd, pratique, moins fatigant que coupable. Je n'ai pas insisté. C'est une règle simple. Quand quelqu'un ment mal, il faut lui laisser de l'espace. Il finit souvent par meubler lui-même. Elle est partie en claquant presque la porte. Presque seulement. Cassandra avait toujours ce souci de l'élégance, même dans la fuite. Ce soir-là, j'ai fait semblant d'être normal. Pâte au beurre pour Owen. Réunion Teams pour moi. Sourire poli quand elle est rentrée avec un sac Monoprix et son parfum trop appuyé. Elle m'a demandé si j'avais payé la cantine, si j'avais appelé la mutuelle, si le notaire avait répondu pour la succession de mon père. La parfaite petite musique du quotidien, sauf qu'une fausse note vibrait dessous, à 23h. Elle dormait, ou faisait semblant. J'ai entendu son souffle régulier. Je me suis levé pour boire un verre d'eau, et dans l'entrée, son sac à main était posé sur la console, ouvert, ce qui n'arrivait jamais. Cassandra pouvait oublier notre anniversaire, mais jamais fermer son sac. Une lumière a clignoté à l'intérieur. Pas celle de son iPhone habituel. Non, un petit écran bleuâtre. Un vieux téléphone bas de gamme. Le genre qu'on achète en liquide dans une boutique près de Guillotière, quand on ne souhaite pas recevoir de messages pendant le dîner familial. Je n'ai pas touché tout de suite. J'ai écouté l'appartement, le frigo, la chaudière, Lyon qui respirait derrière les volets. Puis j'ai pris le téléphone.
Un message venait d'arriver. Le contact s'appelait seulement M. Il a cru l'histoire du rêve, où ton fils a encore failli tout gâcher. Je suis resté immobile, le verre d'eau dans une main, le téléphone dans l'autre, et derrière moi, dans l'ombre du couloir, Cassandra a murmuré « Graham, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retourné avec le téléphone dans la main, et Cassandra, debout dans le couloir, les cheveux défaits, avait ce regard précis des gens qui ne regrettent pas la faute, seulement le mauvais timing. Je bois un verre d'eau. Apparemment, il fallait aussi que je découvre ton service client nocturne. Elle a tendu la main. Donne-moi ça. Très convaincant, comme explication. On sent le dossier travailler. Elle s'est approchée. Pas paniquée. Non. Calculatrice. C'est un téléphone du boulot. Graham, on teste une campagne. J'ai regardé l'écran. Une campagne avec un certain M qui parle de notre fils. Original. Très disruptif, comme vous dites, dans la com. Sa mâchoire s'est serrée, puis elle a baissé la voix. Tu vas réveiller Owen. Voilà, première carte. L'enfant bouclier. Élégance française. Livraison immédiate. Je lui ai rendu le téléphone, sans discuter. Parce que faire une scène dans un couloir à minuit aurait surtout servi son histoire à elle. Celle du mari parano, du vieux type qui fouille, qui interprète, qui dramatise. Elle a rangé l'appareil dans son sac, l'a fermé cette fois, évidemment, puis elle a lâché. Tu devrais dormir. Demain tu as ta banque. Non. Je n'avais pas de rendez-vous à la banque. Et le fait qu'elle le croie, ou qu'elle le souhaite, a allumé une deuxième lampe rouge dans ma tête. Le lendemain, j'ai accompagné Owen à l'école. Rue Cuvier. Il marchait en évitant les flaques, sérieux comme un ministre avant une audition, devant le portail. Je lui ai demandé doucement. Le monsieur avec la veste marron, tu l'as déjà vu. Il a regardé autour de lui, puis ses baskets. Maman a dit que si je raconte, tu vas être triste et elle va partir. Rien ne prépare à entendre son enfant porter une menace avec une voix de CP. J'ai respiré par le nez, très lentement. Les secrets qui font mal au ventre, on n'est pas obligé de les garder. Il a hoché la tête sans répondre. Puis, il est entré. Et moi, je suis resté devant la grille, au milieu des parents pressés, avec l'envie froide de devenir méthodique. À midi, j'ai appelé David, mon frère. Ça faisait presque 2 ans qu'on ne s'était pas parlé autrement que par message de Noël. Notre dernière dispute avait eu lieu chez le notaire, après la mort de papa. Une histoire stupide de maison à Villeurbanne, de carton, de comptes mal rangés, de fierté masculine, donc forcément très intelligente. Il a décroché au bout de 4 sonneries. Graham, quelqu'un est mort. Pas encore, mais mon mariage tousse beaucoup. Silence. Puis un soupir. Tu es où? On s'est retrouvés dans un café près des Brotteaux. Un endroit avec des banquettes en velours et des cafés à prix de loyer étudiant. David est arrivé en blouson noir, barbe poivre et sel. L'air de quelqu'un qui a toujours raison, mais fatigue de l'expliquer. Je lui ai tout raconté. Le petit déjeuner. Owen, le téléphone, le message. Il n'a pas fait de blague, ce qui chez lui équivalait à une messe. Tu ne cries pas, tu ne menaces pas, tu ne fouilles pas n'importe comment. Tu notes, tu sauvegardes ce que tu peux légalement. Tu prends rendez-vous avec un avocat, et tu protèges Owen. Bonjour aussi. Je suis sérieux. Cassandre sait raconter des histoires. Je l'ai toujours su. J'ai levé un sourcil. Cassandra, pas Cassandre. Peu importe. Elle annonce les catastrophes, mais seulement quand ça l'arrange. Il m'a donné le nom d'une avocate à Lyon, Maître Bérard, droit de la famille, froide comme un couloir de tribunal selon lui, donc parfaite. Puis il m'a demandé mes relevés bancaires. Pourquoi ? Parce qu'une trahison sentimentale voyage souvent en classe économique, avec une trahison financière. Le soir même, j'ai ouvert nos comptes depuis mon ordinateur. Cassandra avait toujours géré certaines dépenses communes. Cantine, vacances, CAF, mutuelle, petites factures. Rien d'anormal à première vue. Puis, j'ai vu un prélèvement mensuel que je ne reconnaissais pas. Organisme de crédit. 918 €. Libellé discret. Poli. Presque timide. Comme un voleur en mocassin. J'ai fouillé mes mails. Rien. Mon espace bancaire. Rien.
Alors j'ai appelé le conseiller, qui m'a parlé avec cette prudence de banquier, qui sent qu'un client va bientôt devenir un problème. Monsieur Bélanger, le prêt personnel de 50 000 $ a bien été validé avec votre signature électronique. Dollars, pas euros, déjà le mauvais parfum, je n'ai jamais signé ça. Il a hésité. Le dossier mentionne un projet familial à l'étranger et une co-emprunteuse, votre épouse. J'ai senti mon visage devenir parfaitement neutre, ce qui chez moi annonce généralement une mauvaise semaine pour quelqu'un. David, assis en face de moi dans mon salon, a pris une feuille et a écrit un seul mot. Preuve, le lendemain, Maître Bérard nous a reçus dans son cabinet, près de Bellecour. Tailleur gris, lunettes fines, bureau sans plante verte. Enfin, une femme qui ne mentait pas sur la joie. Elle a écouté, posé 3 questions, puis a dit « Votre priorité n'est pas de prouver l'adultère. Votre priorité est l'enfant, la fraude et le risque de départ. » Départ. Elle a tourné l'écran vers moi. J'avais apporté une copie des notifications bancaires. Elle pointait un virement récent vers une plateforme internationale. Quand quelqu'un prépare une fuite, l'argent bouge avant les valises. En rentrant, j'ai trouvé Owen dans sa chambre, assis sur son tapis, son doudou de bébé coincé contre lui, alors qu'il ne le sortait plus depuis 2 ans. Maman a dit que tu vas m'en vouloir si je parle. J'ai senti quelque chose se briser proprement en moi, sans bruit. Owen, regarde-moi. Les adultes font parfois n'importe quoi. C'est même leur spécialité nationale. Mais toi, tu n'es responsable de rien. Il a murmuré. Le monsieur s'appelle Mason. Il dit que bientôt on aura une maison avec une piscine. Mais pas toi, papa. Et là, tout est devenu clair. Pas toute la vérité. Seulement la direction de l'incendie. Assez pour comprendre que Cassandra ne me trompait pas. Elle m'effaçait. Et qu'elle avait déjà commencé par notre fils. Le prénom Mason est resté dans l'appartement, comme une odeur de gaz, invisible, mais impossible à ignorer. Cassandra est rentrée à 19h avec des sushis, parce qu'en France moderne, on pense encore qu'un plateau saumon avocat peut servir de rideau de fumée. Elle a embrassé Owen, m'a souri, et j'ai souri aussi. Nous étions 2 comédiens médiocres dans une pièce trop longue. « Ta journée ?» a-t-elle demandé. « Administrative, donc proche de la mort cérébrale. » Elle n'a pas ri. Elle observait mon visage, cherchait une fissure. Je lui ai laissé croire qu'elle ne trouvait rien. Le lendemain, Maître Bérard m'a conseillé une psychologue pour Owen, spécialisée dans les enfants pris dans des conflits parentaux. Cabinet calme à Croix-Rousse, mur beige, petites voitures en bois, mouchoir posé avec une discrétion presque menaçante. Owen a parlé seul avec elle. Puis elle m'a reçu. Son ton était doux, mais ses mots ont tapé juste. Votre fils présente une anxiété liée à des secrets imposés par un adulte. Il a peur de provoquer un départ, une dispute ou une punition affective. J'ai demandé, il vous a dit quoi exactement? Elle m'a regardé comme on regarde un père qui veut savoir et qui va regretter. Qu'on lui a demandé de dire que certaines visites étaient des rêves, que certains appels étaient des jeux, et qu'un monsieur devait rester invisible pour vous. Très bien. Parfait. Le cirque avait donc un chapiteau complet. En sortant, Owen m'a pris la main. Il pleuvait sur le boulevard. Cette pluie lyonnaise fine qui vous méprise en silence. Papa, je suis méchant si je dis la vérité. Non, mon grand, tu es courageux. Et les gens courageux ont parfois mal au ventre avant d'aller mieux. Le soir, Cassandra m'attendait dans la cuisine. Téléphone à la main. Tu l'as emmené chez une psy sans me demander. Il avait besoin de parler à quelqu'un qui ne lui demande pas de mentir avant le dessert. Son visage s'est fermé. Fais attention, Graham, vraiment, parce que je peux dire beaucoup de choses. Ton âge, ta jalousie, tes obsessions, ton instabilité depuis la mort de ton père. Les juges adorent les hommes qui se croient rationnels. Voilà, enfin, la menace en costume. Je me suis servi un verre d'eau, pas de whisky. Jamais offrir une photo utile à l'adversaire. Tu peux dire ce que tu veux, Cassandra, mais évite de le faire par écrit. Ce serait dommage de me faciliter la tâche. Elle a souri, lentement. Tu n'as rien. Elle se trompait, mais j'ai eu la délicatesse de ne pas gâcher sa confiance. David, lui, avait ressorti ses talents d'ancien juriste d'entreprise. Il avait contacté la banque, demandé les journaux de validation du prêt, l'adresse IP, les pièces déposées,
les contrats, tout ce qui sentait la signature électronique faite à la va-vite. Le dossier est arrivé 3 jours plus tard, par une conseillère visiblement ravie de transmettre le problème à plus compétent qu'elle. Ma signature apparaissait sur 3 pages, imitée à partir d'un vieux mandat de syndic que Cassandra avait scanné l'année précédente. Le justificatif de revenu était authentique. Évidemment, mes fiches de paie dormaient dans notre bureau. Le motif du prêt indiquait « Installation familiale temporaire à l'étranger ». Charmant. J'ignorais que j'avais une vie internationale, moi qui râlais déjà quand le TER pour Annecy avait 10 minutes de retard. Puis, David a repéré un nom sur une facture d'hôtel à Marseille, Mason Clark, réglé depuis un compte joint secondaire que je croyais fermé. Mason n'était pas seulement l'homme à la veste marron, il était inscrit partout comme les traces de doigts d'un amateur. Restaurant, billets d'avion, boutique de luxe à Aix, location de voiture, et surtout 2 billets. Lyon, Madrid, Mexico, départ prévu dans 5 semaines, un adulte, une femme, un enfant. Là, j'ai arrêté de respirer une seconde. Pas longtemps. Juste assez pour comprendre que le mot fuite n'était plus une hypothèse. C'était un horaire. Maître Bérard a organisé une réunion avec l'avocat de Cassandra, dans un cabinet près du palais de justice, table longue, carafe d'eau, dossiers alignés, ambiance enterrement mais avec honoraire. Cassandra est arrivée en tailleur crème, digne, parfumée, presque lumineuse. Son avocat, un homme aux chaussures trop brillantes, a commencé « Madame souhaite apaiser la situation, mais elle s'inquiète du comportement intrusif de monsieur. » Maître Bérard a ouvert la première chemise. Nous aussi, nous aimons l'apaisement. Voici donc la signature imitée, voici la demande de prêt, voici les dépenses liées à monsieur Mason Clark, voici les billets pour Mexico, voici les relevés vers un compte offshore. Et voici l'attestation de la psychologue concernant Owen. Cassandra n'a pas bougé, mais ses doigts ont cessé de jouer avec sa bague. C'était peu, mais suffisant. Son avocat a toussé, ce grand classique français, quand la vérité entre dans une pièce sans rendez-vous. Il faudra vérifier ces documents. Bien sûr, a répondu Maître Bérard. Nous les transmettrons aussi au juge et, si nécessaire, au procureur. Cassandra s'est penchée vers moi, sa voix basse, sèche. Tu crois que tu vas gagner comme ça? Je l'ai regardée, calmement. Non, Cassandra. Je crois que tu as déjà perdu le jour où tu as demandé à Owen de mentir. Le reste, c'est de la paperasse. Elle a pâli, mais le vrai coup de théâtre n'est pas venu d'elle. Il est arrivé 10 minutes plus tard, quand l'accueil a appelé Maître Bérard pour annoncer qu'un homme voulait déposer une déclaration, un certain Mason Clark, et qu'il n'était pas seul. Mason Clark est entré dans le cabinet avec une veste marron, évidemment, parce que certains hommes ont le sens du symbole et zéro sens de la discrétion. À côté de lui, une jeune femme enceinte tenait son bras, visage fermé, manteau noir trempé par la pluie. Cassandra l'a vu et son assurance s'est fissurée d'un coup. Pas une grande explosion, non, plutôt une vitre qui cède dans un vieil immeuble. « Qu'est-ce qu'elle fait là » a-t-elle craché. Mason a baissé les yeux. Elle s'appelle Léa, Cassandra, et elle sait tout. Léa a posé une pochette cartonnée sur la table. Pas tout, justement. J'apprends encore. C'est très divertissant, à condition d'aimer vomir entre 2 factures. Je l'ai regardée. Elle n'avait pas l'air d'une rivale dramatique, plutôt d'une femme fatiguée qu'on avait prise pour une idiote et qui venait corriger l'erreur. Maître Bérard a demandé si elle souhaitait parler devant tout le monde. Léa a répondu « Avec plaisir, j'ai pris le métro B enceinte jusqu'aux dents, autant rentabiliser. » Mason a expliqué d'une voix molle qu'il avait cru à une séparation imminente, que Cassandra lui avait dit que j'étais violent, verbalement, instable, riche, radin, dangereux, et accessoirement mourant socialement. Un portrait flatteur, presque LinkedIn. Puis il a ajouté qu'elle voulait récupérer le prêt, liquider quelques placements, prendre Owen et partir au Mexique, le temps que tout se calme. Autrement dit, le temps que la justice française cherche ses lunettes. Cassandra a frappé la table du plat de la main. Pas fort, mais assez pour faire trembler la carafe. « Tu mens !» Mason a levé les yeux vers elle. « Enfin, non, Cass, c'est toi qui mentais. Même à moi.
Tu m'as dit que l'argent venait d'un héritage. Tu m'as demandé d'ouvrir le compte. Tu voulais que Graham paie jusqu'à ce qu'il abandonne. Le silence qui a suivi était magnifique. Pas agréable. Magnifique. Comme ces secondes, juste avant qu'un orage décide s'il détruit le parasol ou toute la terrasse. Son avocat a demandé une suspension, ce qui, traduit du juridique, signifiait « Ma cliente vient de m'apprendre que je travaille dans un incendie ». Maître Bérard a accepté, mais elle a gardé les documents devant elle, comme une chatte devant une souris diplômée. Pendant la pause, Cassandra m'a intercepté près du couloir, entre une plante artificielle et une affiche sur la médiation familiale. « Graham, tu ne comprends pas. Je voulais juste respirer. Tu m'as enfermé dans ta petite vie. Les factures, l'école, ton frère, ton père mort, tu m'as rendu invisible. » Je l'ai écouté jusqu'au bout, par politesse et par curiosité clinique. « Cassandra, tu pouvais divorcer, prendre un avocat, louer un T2 à Villeurbanne et m'insulter chez tes copines comme tout le monde. Tu as préféré voler, mentir et utiliser notre fils comme alibi. Ne me vends pas ça comme une crise existentielle. C'est insultant pour les crises existentielles. » Elle a eu un rire méchant. « Tu ne sauras jamais t'occuper de lui seul. Je sais déjà faire des pâtes, signer les cahiers, appeler la mutuelle et écouter quand il parle. C'est un début raisonnable. » En rentrant, j'ai reçu un appel de Martine, la mère de Cassandra, femme impeccable de Bordeaux, permanente solide, morale, encore plus solide. Elle m'avait toujours traité avec une affection prudente, comme un canapé qu'on aime bien, mais dont on vérifie la garantie. « Graham, est-ce vrai que vous refusez de payer les frais d'école internationale d'Owen ?» J'ai fermé les yeux. « Quels frais d'école internationale ?» Martine. Long silence, puis elle a soufflé. « Cassandra m'a emprunté 30 000 $ pour inscrire Owen à Mexico. Elle a dit que vous étiez d'accord, que c'était pour son avenir. » Voilà, encore une pièce dans la machine. Martine est arrivée à Lyon le lendemain par le TGV. Valise rouge, foulard beige, colère parfaitement coiffée. Elle a demandé à voir les preuves. David a apporté des copies. Maître Bérard a tout résumé. Et Martine, qui n'était pas du genre à pleurer devant des inconnus, a seulement posé sa main sur sa bouche. Ma fille m'a volé aussi. Je n'ai pas triomphé. On ne danse pas sur les ruines d'une mère, même quand sa fille a fourni les explosifs. Martine a demandé à voir Owen. Il était dans le salon, occupé à construire un garage Lego avec David, qui faisait semblant de ne pas comprendre le plan pour laisser Owen lui expliquer. Premier miracle familial depuis longtemps, Martine s'est accroupie près de lui. « Mon chéri, mamie est là. » Owen a souri timidement, puis il a demandé « Maman va être fâchée si je suis content. » Martine a vacillé, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle venait de choisir son camp, pas contre sa fille, pour son petit-fils. Ce soir-là, Cassandra a appelé 26 fois, puis elle a envoyé un message. « Tu me voles ma famille ?» J'ai répondu une seule phrase. « Non, je la sors de ton mensonge. » Le lendemain, la négociation a repris. Et cette fois, Cassandra n'était plus lumineuse. Elle était cernée, nerveuse, coincée entre Mason, Léa, sa mère, la banque, l'avocate et la réalité, ce pays sans billet retour. Maître Bérard a posé les conditions. Résidence exclusive d'Owen chez moi. Visite encadrée pour Cassandra. Restitution des sommes. Reconnaissance écrite des faux. Renoncement à tout départ avec l'enfant. Coopération avec la banque. Son avocat a murmuré qu'il fallait être raisonnable. Cassandra m'a fixé. Longtemps. Puis elle a demandé à voir Owen avant de signer. Maître Bérard a refusé net sans accord encadré. Cassandra a souri avec une douceur qui ne m'a pas rassuré. Alors, je ne signerai rien, et vous ne retrouverez jamais l'argent. C'est à ce moment précis que David, jusque-là silencieux, a posé son téléphone sur la table. Écran allumé. Trop tard, Cassandre. Mason vient d'envoyer les coordonnées du compte. Cassandra a regardé le téléphone de David, comme si l'écran venait de l'insulter personnellement. Mason avait transmis les coordonnées du compte, les virements, les dates, et même les messages où elle lui expliquait comment tenir Graham tranquille jusqu'au départ. Délicat, presque administratif, Maître Bérard a refermé le dossier avec un calme de notaire devant une succession toxique.
Maintenant, nous pouvons parler raisonnablement. Cassandra a voulu rire, mais le son est sorti cassé. Son avocat lui a murmuré quelque chose. Elle a secoué la tête. Puis Martine, sa propre mère, s'est levée, droite comme une ligne de TGV. Tu vas signer, Cassandra. Tu vas rendre l'argent. Et tu vas laisser Owen respirer. Pour la première fois, ma femme n'a pas trouvé de phrase brillante. Seulement un regard dur, inutile, presque enfantin. Elle a signé 2 heures plus tard. Résidence exclusive chez moi. Visite encadrée. Interdiction de sortie du territoire. Avec Owen. Engagement de restitution. Reconnaissance des faux transmis à la banque. Rien de spectaculaire. Pas de musique dramatique. Juste un stylo qui gratte du papier pendant qu'une vie change de propriétaire. En sortant, elle m'a arrêté sur les marches du cabinet. La pluie avait cessé. Lyon brillait sous les lampadaires. Tu es content? Tu as gagné? J'ai remonté le col de mon manteau. Non, Cassandra, j'ai récupéré notre fils. Ce n'est pas un trophée. C'est un enfant. Nuance subtile. Je sais. Elle a serré les lèvres, puis elle est partie sans se retourner. Très digne, comme toujours, même quand la dignité n'était plus qu'un accessoire mal porté. Les semaines suivantes ont eu le charme discret d'un formulaire CAF rempli un dimanche soir. Banque, avocat, école, psychologue, mutuelle, juge, syndic qui choisit évidemment ce moment pour voter des travaux d'ascenseur. Parce que le chaos aime les parties groupées. Owen ne s'est pas réparé d'un coup. Les enfants ne sont pas des téléphones qu'on redémarre. Ils posaient des questions au milieu du dîner. Si je dis la vérité, les gens partent. Non, mon grand. Parfois les gens partent, parce qu'ils ne supportent pas qu'on la voie. Il dormait avec la porte entr'ouverte, vérifiait mon téléphone quand il vibrait, gardait son doudou sous l'oreiller. Et moi, j'apprenais à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas transformer son silence en interrogatoire. David venait le mercredi, officiellement pour m'aider avec les papiers, officieusement pour perdre au Lego avec une mauvaise foi admirable. Un soir, Owen a éclaté de rire, parce que David avait construit une station-service sans porte. Un rire clair, inattendu, qui a traversé le salon comme une fenêtre ouverte. Je n'ai rien dit. J'ai seulement continué à couper les tomates. Parce qu'un père intelligent sait parfois que pleurer dans une vinaigrette manque de panache. Martine appelait chaque dimanche, sobre, présente. Elle ne défendait plus Cassandra. Mais elle ne la détruisait pas non plus. Elle disait seulement « J'ai élevé une fille. Je protège mon petit-fils. » Les deux vérités peuvent tenir dans la même main. Cassandra, elle, suivait ses visites supervisées, raide, polie, surveillée, parfois tendre, parfois furieuse sous la peau. Owen y allait avec sa psychologue au début, puis revenait fatigué, mais moins tremblant. Un mercredi de mai, il m'a demandé si on pouvait prendre le TER pour Annecy, juste nous deux. J'ai dit oui, évidemment. Nous avons mangé des sandwichs trop chers près du lac. Il a donné des miettes à des oiseaux arrogants. Puis il m'a demandé « Papa, on est encore une famille ?» J'ai regardé l'eau, les montagnes, mon fils avec sa casquette de travers, et j'ai répondu « Oui, juste une version plus petite, mais beaucoup mieux gérée. » Il a souri. Vraiment, pas pour me rassurer, pour lui. Le soir, dans le train du retour, sa tête posée contre mon bras. J'ai compris que j'avais perdu un mariage, de l'argent, des illusions, et quelques années de naïveté. Mais j'avais sauvé l'essentiel. Owen n'avait plus à porter les secrets des adultes. David était revenu dans ma vie. Martine avait choisi la vérité. Et moi, Graham Belanger, homme soi-disant vieux, paranoïaque et instable. J'avais simplement fait ce qu'un père doit faire. J'avais tenu la porte ouverte, jusqu'à ce que mon fils puisse sortir du mensonge, la tête haute, et rire de nouveau. Is that better with a white? See, the white tops just need to be whiter. I'm not wearing a bra. The white ties it in. If only I just stopped dyeing everything I own fucking grey. I was responsible with the way that I do the washing. You don't say. Guys, just be honest. Does the skirt just need tights because it's too short? Do we think? Oh,
Does the skirt need... I think the skirt is just too short. I think I'm just too old. Out of the way, baby. Out of the way. I'm not wearing tights. I'll just change my outfit. Crop white goes better. Yeah, it does. I just wish it wasn't grey. I wish it... Because this shirt is cream. I want one that doesn't look grey underneath it. Because I hate when whites look grey. You know what I mean? I will obviously wear a bra. It doesn't look grey. I think it does in real life. Oh my god, I really need to put a bra on. I like how you can't see my head. I do like the mini skirt with the... I think it ties me in as a midpoint. Okay. I'm just a body. Do I just wear jeans? I am going to be out all evening. What's Chew doing? He's just being a fucking NPC. Up you go. Up you go. Okay. Up. Up. Thank you. Grinder profile. I wish I had that tongue. I don't know who said that, but thanks. Wait. Thanks, Chew. My bed sheets. That's cute, right? That is cute. With some good jewellery. Headless Holly, I know. Yeah? You still can't see my fucking head. Chewy can't be bothered. Chewy's sick of me doing this. I am going to flash someone at some point, and that's okay. With a bra, my boobs will look better as well. Okay. I'm going to have to sit with my legs together all day. Okay. Oh, I do like that. I feel like that's just brightened me up as well a little, right? Oh, I've just touched my microphone. Sorry. Hang on, I just touched mine. Okay, I need to take these boots off and put some socks on. Hang on. I need to turn off this wheel. I'm back. Hello. It's because I touched my fucking wheel and it just immediately makes me quiet. Okay, we're going. I do have a friend to raid though. I was gonna raid Lid, but she's like in the middle of a Pomodoro. So, oh my boobs look better with a bra too. It brightened my day if someone flashes you're doing a public service. Nice, fine, bye. Sorry, Han. I'm going to go socialise, though. I'm going to go sit in the sun and drink wine. No, we're going to go raid a friend who I very rarely get to raid because she streams, like, very different times to me. Good song playing, by the way. We're going to go see my friend Sarah. You've met Sarah, Han. Did you guys even get to talk at my birthday party? But we're gonna go see Sarah. I'll pick you up in the ambulance, right? Imagine. Can you come pick me up as well? Sorry, why is only Han getting picked up? Okay. Oh, I feel a little like a whore. Am I gonna be uncomfortable? I fear I might be uncomfortable. Maybe I wear my... I kind of just want to get my legs out because it's sunny. We're mutuals on the old Insta, are you? I just want to have my legs out. Do I just wear a dress? What clean dresses do I have? Hang on. Oh, the song's coming. Oh, I have... This is also very short, though. Oh, a top. Back to the drawing board. I know, Hamba, I just feel a bit like I feel, exposed. I feel like I'm too old to wear outfits like this now, guys. This is my concern. I feel elderly. How long? I've literally just done it, Zara. I was kind of wearing this outfit before as well. No, it's fine. I'm going to Manchester. I'm young and hot, right, guys?